Bonjour tout le monde et tout d'abord merci au CGEC et à Guy Selderslack de m'avoir proposé ce moment de partage avec vous. Je vais vous parler de ce qu'on vit dans mon établissement qui s'appelle la Sainte Famille d'Elmet à Schaerbeek. Et dans les 20 minutes qui suivent, je vais essayer de faire un exercice un petit peu difficile qui consiste à la fois à partager toute une série de pratiques, mais aussi à partager un certain nombre d'options théoriques ou de choix stratégiques. Et donc on abordera d'abord quelques éléments qui sont liés à une vision qu'on peut avoir de la multiculturalité lorsqu'on est comme moi enseignant dans une école multiculturelle. À ce sujet, j'aimerais dire que je suis à la fois enseignant du cours de religion, qui laisse donc pas mal d'espace de débat et de rencontres par rapport à ça, mais je coordonne aussi un projet dont on va parler plus tard dont je parlerai plus tard dans l'exposé, qui s'appelle le projet de l'école citoyenne, et qui est un projet transversal à la Sainte Famille. Ensuite, j'ébaucherai les deux grands axes qui, à la fois dans le cours de religion, mais aussi plus généralement dans l'école, peuvent être développés chez nous. Et enfin, j'aborderai plus spécifiquement ce projet de l'école citoyenne. Un petit mot tout d'abord sur la Sainte Famille d'Elmet. Eh bien, la Sainte Famille d'Elmet, c'est une école générale et technique en encadrement différencié, donc qui s'adresse à un public jugé défavorisé socio-économiquement parlant. Mais c'est aussi, et vous vous en doutez, une école qui est belge et multiethnique. Elle est multiethnique parce que parmi les 550, en fait c'est un petit peu plus, 570 élèves de l'école, eh bien on a une grosse trentaine d'origines différentes. Mais elle est aussi tout à fait belge dans le sens où la grande majorité d'entre eux sont de nationalité belge. Enfin, il faut peut-être dire aussi que l'école est multireligieuse de ce fait-là, avec chez nous quand même une majorité assez importante de musulmans, mais une minorité consistante de chrétiens. Les musulmans viennent essentiellement du Maroc, un peu moins de Turquie ou des pays d'Europe de l'Est. Pour les chrétiens, ils sont essentiellement d'origine africaine au niveau de l'Afrique centrale. Et je crois que c'est important de le dire parce que dans la vie interculturelle dans l'école, c'est assez fondamental. Chez les professeurs, la population est plutôt, je dirais, le miroir inversé de celle des élèves. On a chez les professeurs, je dirais, quinzaine de pourcents de musulmans, et c'est plutôt en augmentation. Parmi les personnes, je dirais, de tradition chrétienne, rares sont les pratiquants dans le corps professoral, et on a donc plus ou moins 70% de personnes qui se situent dans leur vie pratique et au quotidien, plutôt en dehors des rites religieux. Alors, par rapport à tout ça, mon intervention portera sur la question de la coexistence culturelle, essentiellement au niveau des origines et des positionnements de conviction. C'est lié à la taille aussi de l'intervention, dans le sens où il y a pas mal d'autres aspects culturels qui sont importants et intéressants à aborder, comme la multiplicité de références des élèves dans leur vision du monde, ou dans leur passe-temps, ou dans leur structure familiale. Tous ces éléments qui sont tout aussi multiculturels que ceux que j'aborderai, mais ne sont pas repris dans cette présentation. Et donc quelques constats, moyennant donc cette restriction sur la multiculturalité aujourd'hui, du point de vue d'un professeur comme le mien, comme je suis, pardon, c'est que nous sommes face à des jeunes qui sont identitairement divisés. Alors cette division, ce qui est intéressant, c'est que c'est en même temps un handicap et en même temps un atout. On pourrait donc résumer ça en disant que c'est un défi. Ils sont divisés parce qu'ils sont d'origine et ils sont belges. Et le côté handicapant de cette division, c'est que face à ces deux, je dirais, portes de leur identité, ils peuvent se sentir ou simplement être désavantagés. Par rapport à leur origine, ils n'ont un contact qu'indirect par rapport à leur culture d'origine et sont parfois mal vécus lorsqu'ils retournent, mal reçus lorsqu'ils retournent au bled. En tout cas, ils ne se sentent pas accueillis comme des personnes qui seraient marocaines ou turques, par exemple. Et par rapport à la culture belge, ce n'est pas tellement lié, je dirais, à leur situation à l'école, mais plutôt lié au profil socio-économique et culturel de leurs parents, qui fait qu'ils n'ont pas forcément la même finesse par rapport à cette culture-là ou à ces cultures-là que d'autres élèves. Et donc, ces élèves peuvent se sentir divisés entre deux, sans savoir véritablement ce qu'ils sont. Mais en même temps, c'est évidemment une qualité, c'est un potentiel, parce que s'ils sont d'un côté en difficulté, ils peuvent aussi avoir un accès, s'ils le travaillent, qui est extrêmement
précieux dans la mesure où ils peuvent devenir ces intermédiaires entre les différentes cultures et donc des personnes qui sont hautement importantes dans notre société d'aujourd'hui, dans celle de demain. Et puis, un deuxième problème, c'est qu'ils ne sont pas que divisés. Souvent, les jeunes d'origine multiple se sentent blessés. Blessés pourquoi? Pour des raisons parfois, je dirais, un petit peu intemporelles, dans le sens où il y a toujours cette difficulté de se construire comme jeune, mais aussi pour des raisons tout à fait liées à notre contexte, dans le sens où le regard sur l'immigré dans notre société, je parle essentiellement des médias ou simplement du regard dans la rue, le regard sur l'immigré n'est pas toujours facile. Et si les personnes d'origine étrangère sont d'origine musulmane, eh bien cette blessure peut parfois être carrément, je dirais, vive, elle peut carrément être ouverte dans le sens où le contexte récent de notre société met véritablement l'islam sur la sellette et donne souvent le sentiment aux musulmans qu'ils sont attaqués ou doivent tout le temps se défendre. Il y a là-dedans un grand nombre de comportements qui sont vécus par les élèves comme blessants, mais il y a aussi un certain nombre de vraies questions qui se posent par rapport à cette partie de leur identité, et donc une difficulté qu'il y a par rapport à tout ça. Et puis, enfin, ça découle de ces deux premiers constats, cette difficulté à dialoguer. J'ai vu qu'on l'abordait dans la vidéo qui précède, mais faire dialoguer d'abord à l'intérieur de chacune des personnes, le dialogue interne entre nos multiples origines et la manière dont elles peuvent coexister dans une personne, mais aussi évidemment dialoguer entre élèves qui sont, par exemple, pas de la même orientation à l'intérieur d'une même religion, donc entre protestants et catholiques par exemple, entre sunnites et chiites, ou même entre des gens qui se sentent proches mais qui en fait n'ont pas les mêmes interprétations de leur religion, mais aussi évidemment entre positions différentes, entre religions différentes. Et donc cette difficulté à dialoguer est, me semble-t-il, un constat assez important. Alors, de tout cela, il me semble qu'il ressort deux grandes questions qui sont autant de défis aujourd'hui. La première, c'est, et ça renvoie au décret mission, comment permettre aux élèves de s'épanouir? Comment leur permettre de se construire positivement en référence à leurs multiples sources identitaires? Et puis, la deuxième question, qui est un peu la suite de la première, comment construire un socle commun sur lequel bâtir culturellement notre société? Et évidemment, ces questions se posent à la fois à l'enseignement catholique et à n'importe quel type d'enseignement en Belgique. Pour moi, ces deux questions, à la fois dans ma pratique quotidienne et dans un certain nombre de démarches collectives qu'on a à la Sainte Famille des Maîtres, ces deux questions débouchent sur deux principes d'action. Le premier, eh bien, il consiste à faire connaître et reconnaître précisément ces identités en présence, à la fois à l'intérieur de chaque individu et dans l'école, dans le collectif. Et puis, sur cette base, construire une culture commune. Pour ces deux principes d'action, deux types d'espaces. Le premier, qui est l'espace traditionnel de l'école, la classe, bien évidemment c'est un espace important, c'est l'espace dans lequel il y a le plus de latitude, je crois, dans une école. Mais pas seulement la classe, aussi l'école dans son ensemble. Et là c'est parfois beaucoup plus compliqué de percevoir quels sont les espaces dans l'école où il y a moyen de développer précisément des stratégies comme celle de faire connaître et reconnaître ou de construire une culture commune. Alors, faire connaître et reconnaître, à la Sainte Famille, évidemment la liste que je vais proposer n'est pas exhaustive, mais qu'est-ce que je pourrais partager avec vous de ce qu'on a déjà essayé à la Sainte Famille? Eh bien, tout d'abord, en classe, par des exposés, par des sorties, par des thèmes abordés au cours, ou, et peut-être de manière plus importante, par la participation, c'est possible, aux élèves quant à tout ce qu'on aborde en classe, eh bien, c'est de donner la possibilité aux élèves de s'exprimer identitairement. Éventuellement, d'accueillir les blessures qui proviennent de cette expression et de s'appuyer sur ces expressions identitaires, cadrées bien entendu, pour faire un travail sur les points communs et les différences, qui permettent à chacun de se situer lui-même, de renforcer la connaissance qu'il a de sa propre identité, de ses propres cultures, mais aussi qui lui permettent de mieux connaître l'autre et d'arriver à dialoguer avec lui. Je dirais parmi de multiples exemples, il y en a un que j'aime bien dans notre histoire, c'est une classe de 5e qui une année a proposé ce projet un petit peu drôle d'organiser une séance de lecture en langue d'origine. Dans la classe donc, ils ont proposé ça à toute l'école, de lire des textes dans leur langue d'origine sans les traduire, en n'en donnant qu'un petit commentaire au début, alors que ça paraissait
oui, un peu drôle, un petit peu surprenant comme proposition, ce projet en fait a rencontré un grand succès dans l'école. Ça s'est passé sur un temps de midi et près d'un quart de l'école, donc aux alentours de 125 élèves étaient présents, simplement pour entendre les autres, parler dans leur langue et un peu se mettre à la place de la personne qui arrive dans un pays dont il ne connaît pas la langue. C'est un exemple qui, je trouve, qui illustre l'intérêt qu'il y a à simplement pouvoir exprimer son identité, à pouvoir exister dans l'école à partir d'une identité qui n'est pas forcément celle de la culture dominante. Mais il n'y a pas que dans la classe que ces principes d'expression, d'accueil de la blessure ou de dialogue peuvent prendre place. Il y a bien entendu aussi l'école. Alors, par rapport à ça, les différentes dimensions qui peuvent être développées, ce sont les fêtes. Les fêtes d'école sont autant d'occasions d'exprimer les différentes cultures en présence, à partir évidemment de la demande de le faire, de l'énergie en présence. La décoration de l'école, que ce soit sous forme de projet ou simplement sous forme de décision de la direction s'entend. Et puis des projets entre plusieurs classes, des projets de voyage, des projets de section. Et enfin des repas, bien évidemment. L'échange culturel, c'est très efficace lorsqu'on parle de repas. Par rapport à l'enseignement catholique, il y a, de manière évidente, je crois, sur cette thématique-là, la nécessité de parler du cours de religion. De mon expérience, ça fait maintenant un peu plus de 8 ans que je donne le cours de religion à la Sainte Famille d'Elmette, eh bien, ça m'apparaît véritablement comme un grand atout que possède l'enseignement catholique sur ces questions. Parce que le cours de religion, d'abord, réunit tous les élèves. C'est un espace dans lequel il y a moyen d'exprimer et de dialoguer. Et plus que de les réunir, il prévoit par l'ouverture qui caractérise ce cours-là et par les espaces de dialogue qui le caractérisent aussi, il permet d'aller parfois très loin dans ces différentes questions, dans cette connaissance mutuelle et dans ce dialogue, aussi évidemment avec l'interlocuteur chrétien qui est la base du cours de religion. Je pourrais parler longuement de cet aspect-là, mais ce qui me semble intéressant au-delà de toute cette richesse, c'est de montrer aussi que le cours de religion pose une question à la politique interculturelle. Parce que si dans les faits, il se présente comme un espace extrêmement riche de potentiel, en même temps, structurellement, le fait de dire qu'il s'agit d'un cours de religion catholique est parfois en lui-même une blessure. Dire que dans l'école, par exemple comme la mienne, où il y a toute une série de religions en présence, l'une a droit institutionnellement à un cours et pas les autres, eh bien, c'est faire une discrimination qui, même s'il se justifie tout à fait du point de vue de l'histoire des écoles chrétiennes, du point de vue du contexte actuel aussi, est en même temps un levier de blessure. Et donc là où le cours de religion se présente en même temps comme un grand atout, eh bien, il y a cette difficulté qui se présente en même temps, qui est qu'il faut passer, lorsqu'on travaille toutes ces questions-là, il faut passer au-dessus de cette première blessure structurelle. Enfin, j'avais envie de partager avec vous un projet que j'ai récemment mené avec un collègue marocain. Ce projet fait partie d'un projet plus général de la communauté française en collaboration avec différentes ambassades. Ça s'appelle l'ouverture aux langues et aux cultures d'origine. De nouveau, sans aller dans tous les détails, ce qu'on a fait concrètement avec mon collègue qui s'appelle Mohamed Alaoui, c'est qu'on a préparé notamment un cours de lien entre la question de la loi et la question de la religion. Et ce cours permettait d'abord de montrer en quoi le christianisme et l'islam principalement avaient un rapport différent à la loi, et ensuite de montrer en quoi l'islam se frottait au contexte occidental, au niveau aussi de son rapport à la loi. Et dans ce cours, Mohamed Alaoui et moi-même, nous donnions cours sous forme d'un dialogue, où lui, développait plutôt les parties qui concernaient l'islam, et moi les parties qui concernaient plus le christianisme, ou plus la société occidentale contemporaine. Mais on ne se contentait pas de se passer le micro, on n'hésitait pas aussi à se couper, à faire rebondir le cours, à faire participer les élèves. Et ce que j'ai observé dans ce projet-là, c'est quelque chose de tout à fait étonnant. Là où jusque-là, mes élèves arrivaient à se questionner, arrivaient à s'ouvrir aux autres, en même temps, avec moi, il restait toujours cette question de « mais vous êtes le prof, vous n'êtes pas musulman, et qui plus est, vous êtes un représentant de l'institution d'une société qui ne nous accepte pas forcément. » C'est comme ça qu'ils le vivaient. Et donc, il y avait quand même toujours la difficulté pour les élèves, non pas de m'entendre critiquer différentes positions, mais de eux-mêmes se mettre à critiquer les positions, par exemple, musulmanes qui les construisaient.
Et puis, ça m'a vraiment étonné, lorsqu'on s'est mis à donner ce cours avec Mohamed Alaoui, eh bien, tout à coup, c'est le contraire que j'ai eu devant les yeux. Très rapidement, les élèves s'ouvraient, émettaient eux-mêmes toute une série de critiques qui allaient dans tous les sens sur des sujets aussi importants que l'islam politique, les prêches dans les mosquées, la question de l'exécutif musulman, etc., etc. Ce que je veux dire par là, c'est que il me semble que par l'exemple du dialogue que nous donnions, eh bien, on a opéré une sorte de court-circuitage face à des réflexes identitaires qui sont au centre de l'actualité lorsque l'on parle d'islam et d'interculturalité. Et donc cet exemple du débat, même si c'est, je dirais, de courte durée et que j'ai peu de recul par rapport à ça, ça me semble très important à partager comme piste de solution. Enfin, ce qu'il faut dire, c'est que toutes ces stratégies qui visent à faire connaître et reconnaître, pour moi, ne sont qu'un préalable. Elles permettent aux personnes de se sentir exister, elles leur permettent aussi d'exprimer et parfois d'évacuer une certaine blessure, mais si on s'arrête là, eh bien, elles peuvent aussi déboucher simplement sur un renforcement des communautés qui seraient en dialogue, mais qui se mélangeraient peu. Et donc, c'est pour ça que pour moi, c'est très très important, et peut-être encore plus important, de passer dans la deuxième étape qui consiste à construire une culture commune. Alors, je dirais de manière générale, et quel que soit l'établissement, ça peut de nouveau passer par des fêtes qui, au-delà de la reconnaissance de la multiplicité de cultures, permettent de construire cette culture commune, ce qui fait l'identité. Ça passe aussi par des projets, par des voyages. Et puis, j'y pensais en regardant la vidéo juste avant, ça passe aussi évidemment par un retour sur l'histoire des établissements qui construit, qui fonde la culture de ceux-ci. Mais plus particulièrement aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du projet que l'on mène à la Sainte Famille et qui est mené aussi dans de nombreuses autres écoles en Belgique et que l'on appelle le projet de l'école citoyenne. Alors, je n'aurai le temps que d'en donner les grandes bases et pour aller plus loin, je vous invite à consulter le site du MIEC, le Mouvement des institutions et des écoles citoyennes, ou bien à consulter le site tout simplement de la Sainte Famille, où vous aurez la possibilité d'aller beaucoup plus loin dans les différents aspects de ce projet-là. J'ai oublié de le dire au début, mais si certains sont intéressés par la présentation, qu'ils ont envie d'aller plus loin, j'ai la chance aussi d'animer un des ateliers qui se passera demain matin, donc vous y êtes évidemment les bienvenus. Et donc, dans l'école citoyenne, comment tout cela ça fonctionne? Comment est-ce qu'on va essayer de construire une culture commune? Eh bien, tout part d'abord d'un pilotage de l'équipe, d'une équipe d'adultes qui se met ensemble pour faire vivre ce projet, et d'un organe qu'on appelle le Conseil de citoyenneté. Alors, en début d'année, le projet va consister à construire la loi, dans le sens construire les règles de respect ensemble avec les élèves. On appelle ça les mini-forums. Ensuite, toujours avec des élèves volontaires, on va faire la synthèse de toutes ces propositions dans toutes les classes. Et cette synthèse va déboucher sur, une affiche qui reprendra les règles de respect telles qu'elles ont été demandées par l'ensemble des classes et avec les formulations qui correspondent à la sensibilité des élèves. Comme vous le voyez sur cette affiche, qui est celle de l'année passée dans notre établissement, ces règles sont en fait des universels qu'on va retrouver quel que soit l'endroit où on fait ce travail. On a l'interdit de la violence verbale, l'interdit de la violence physique, le respect du matériel et de l'environnement, et enfin, souvent un slogan plus positif qui correspond au vivre ensemble contre le racisme. Sur cette base-là, qui consiste d'une certaine manière à reconstruire un contrat social dans l'école à partir des principes de respect, on va ensuite montrer que c'est important. On va faire la fête, ce qu'on appelle la fête de la loi qui se déroule début octobre et dans laquelle on va montrer que c'est important, que cette loi est importante pour tous et ce sera aussi l'occasion d'une certaine expression identitaire autour du respect. Après la fête, on rentre dans la deuxième étape du projet qui consiste à faire vivre cette loi. Et pour faire vivre cet engagement collectif, on va s'appuyer sur un outil citoyen démocratique tout à fait traditionnel, qui est les élections. Que sont les élections? Ces élections seront un peu particulières dans le sens où on va élire un représentant par année. Un représentant par année, il y a 6 années dans notre école secondaire, et ces représentants des élèves vont siéger avec des représentants des adultes, un représentant par degré. Il y aura aussi, et j'aurai malheureusement pas le temps d'en parler plus aujourd'hui, des élèves dits ceinture noire. Je suppose que ça doit évoquer un certain nombre de questions. Je ne peux malheureusement pas vous expliquer maintenant qui sont ces fameux élèves ceinture noire. Et enfin, c'est très très important, à ces réunions siégeront systématiquement la direction ou un représentant de la direction et un animateur. Alors qu'est-ce qui fait le Conseil de citoyenneté? Il travaille. Il travaille d'abord sur
les problèmes de respect qui sont liés à la loi, mais aussi sur d'autres thématiques, comme par exemple les problèmes d'école vécus par les élèves ou les profs, sur l'encouragement des projets citoyens, et enfin, parfois, il sert de représentant à l'école face aux acteurs extérieurs. De tout ce travail, il ressort un certain nombre de communications orales dans les classes, au Valve, sur le site de l'école, dans une revue d'école aussi. Il ressort des réparations, ça concerne les problèmes de respect, de nouveau, je pourrais en dire beaucoup plus, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller plus loin. Des réunions de travail, lorsqu'on a des projets, des problèmes à traiter, on ouvre le conseil, on fait des réunions pour essayer d'avancer, et enfin, des projets et des événements, des fêtes d'école. Alors, en quoi est-ce que tout cela est lié à la question de construire une culture commune? Eh bien, évidemment, dernier élément que j'ai oublié, le conseil, et c'est important de le dire, eh bien, il ne se réunit pas une fois tous les 3 mois, mais une fois par semaine, et pendant 1h30, ce qui donne un réel volume de travail. C'est fondamental parce que sinon tout le reste serait plutôt anecdotique. Bref, en quoi est-ce que tout cela est lié à la question de la construction d'une culture commune? Eh bien, tout simplement parce que par le biais du conseil de citoyenneté, par le biais de l'école citoyenne, on va engager un certain nombre de cycles positifs, un certain nombre de leviers qui vont avoir un impact d'abord doux et puis de plus en plus important sur l'ensemble du fonctionnement de l'école. Et donc, la première chose à dire par rapport à tout ça, c'est que le conseil de citoyenneté, on oublie un petit peu ça, mais en fait, les représentants, ils incarnent le collectif. Ils le font vivre d'une certaine manière, ils lui donnent un visage, ce qui n'est pas forcément évident dans une école habituellement. À la fois, ils incarnent le collectif parce qu'ils sont garants de l'engagement de la loi, mais aussi donc parce qu'ils peuvent le représenter. Un deuxième élément qui contribue à la construction de cette culture commune, c'est qu'en gérant les problèmes collectifs, en faisant avancer l'école sur un certain nombre de projets, par exemple chez nous il s'agit d'un projet pour avoir des casiers, d'un renouvellement du changement du système de retard, où il y a eu beaucoup de discussions et où finalement l'initiative du Conseil a donné un certain nombre de changements, mais aussi, je ne sais pas moi, un changement au niveau du règlement sur les GSM. Par ces projets successifs, c'est une histoire de l'école, une histoire du collectif qui prend place et qui prend place de manière plus présente dans les esprits des élèves. Et puis, par les événements, que ce soit des événements situés ou des événements d'école, par les événements, eh bien, le Conseil de citoyenneté va encourager ce fonctionnement collectif, va lui donner à la fois une consistance et va lui donner un certain dynamisme. Alors, quels sont les effets qu'on enregistre dans l'école? C'est tout simplement le développement de la consistance de la culture d'école, essentiellement au niveau des élèves, et de nouveau, comme je l'ai dit, il ne faudrait pas croire qu'il s'agit là de l'unique fruit de l'école citoyenne, mais simplement de l'interaction que ce projet-là a avec le dynamisme habituel de notre école. Et donc de cette interaction ressort eh bien, le fait qu'on ressent depuis 4 ou 5 ans qu'il y a une solidarité accrue entre élèves, entre grands et petits, entre communautés différentes aussi. Et aussi, chez les élèves en particulier, le sentiment qu'il y a plus de solidarité entre eux et les profs. Pourquoi je dis chez les élèves en particulier? Parce que chez les profs, eh bien, cette évolution-là est beaucoup plus mitigée pour des raisons que je ne pourrais pas aborder aujourd'hui. Un deuxième effet qu'on ressent, c'est que tout ce projet renforce l'identité et la fierté que les élèves ont d'appartenir à l'école. Et ça, c'est quand même quelque chose de précieux, d'abord pour n'importe quelle école et face à n'importe quel jeune, mais en particulier pour des élèves qui sont en général mal vus dans la société. Lorsque nos élèves vont entrer en contact avec des délégués d'autres écoles, par le biais de leur parcours, par le biais des expériences au Conseil de citoyenneté, souvent ils ont développé une fierté de leur réalisation, mais aussi des compétences qui font que les autres eh bien, leur donnent un retour positif. Et cette fierté-là, je trouve, en tant qu'enseignant et en tant qu'éducateur, c'est un de mes rôles aussi, eh bien, je trouve que c'est extrêmement précieux. Et puis, il ne faudrait pas le négliger, l'ensemble du projet vise à éduquer activement à la citoyenneté, au sens de l'autre et au sens du collectif. Et en ce sens-là, à la fois ça contribue à renforcer la culture commune à l'école, mais aussi à lier cette culture avec le projet de notre société en général. Et enfin, ce n'est pas des moindres non plus, l'ensemble du projet a un impact sur la paix sociale dans l'établissement, sur les incivilités, sur la violence, et de nouveau, eh bien, c'est souvent précieux pour le fonctionnement de l'ensemble de l'école. Alors, évidemment, lorsqu'on voit les choses comme ça, et surtout de manière aussi rapide, on peut se dire que je fais de l'école citoyenne un portrait assez idyllique, et ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que si ce projet amène un grand nombre d'éléments positifs et permet à d'autres choses dans l'école de s'exprimer positivement, il amène aussi un grand nombre de difficultés qu'il ne faudrait pas sous-estimer. La première de ces difficultés, eh bien, ce sont les espaces-temps.
Pour faire vivre un collectif, il lui faut des espaces, et dans une école, en particulier dans une école secondaire, il y a peu d'espace. Les élèves sont découpés en bâtiments, en sections, en classes, le temps est découpé en heures de cours, et en fait, lorsqu'on essaie de mettre en place des projets collectifs, celui de l'école citoyenne comme d'autres, on se heurte systématiquement à la difficulté de réunir le collectif. Et donc souvent, le projet va nécessiter de faire un peu violence à ce quotidien de l'école pour générer un après-midi où on peut faire la fête, pour générer des passages d'élèves en classe qui vont malgré tout perturber les cours, pour générer parfois aussi la possibilité pour une classe de proposer un projet aux autres classes. Bref, les espaces-temps, c'est compliqué. Et dans la foulée des espaces-temps, eh bien, la communication est aussi extrêmement compliquée. Pour que vive un dispositif collectif comme le Conseil de citoyenneté, il faut qu'il communique, il faut qu'il existe par ses messages. Et c'est très très dur, que ce soit pour les élèves ou pour les profs, d'arriver à atteindre tout le monde dans une école. C'est lié au fait que les gens sont séparés, mais c'est lié aussi au fait qu'il y a un grand nombre de moyens de communication et que tout le monde n'utilise pas les mêmes. Certains regardent les valves, mais pas d'autres. Certains utilisent leur mail, mais pas d'autres. Certains sont sur Facebook, mais pas d'autres. Certains relèvent leur casier, mais pas d'autres. La liste est longue. Et ça explique qu'une grande difficulté de ce projet, comme je crois de n'importe quel projet collectif, c'est d'arriver à communiquer dans le morcellement de l'école. Et puis, et là, ça touche un petit peu plus à ce dont je parlais tout à l'heure au niveau du corps enseignant et de l'équipe éducative de l'école, eh bien, il y a ces tensions culturelles qui, chez nous, sont nées de la mise en place du projet, avec parmi ces tensions, deux tensions que je trouve plus importantes. Cette tension qui consiste à être plutôt de ce groupe de personnes qui mettent en avant la transmission de savoir comme mission première de l'école, ou plutôt de ceux qui pensent que cette mission de transmission est très très importante, mais qu'elle n'est possible que s'il y a d'abord un travail éducatif. Et donc la priorité, je fais évidemment un grand stéréotype, mais il y a une tendance à avoir dans la transmission une priorité ou à avoir dans l'éducation une priorité qui fait que chez nous, le projet suscite des tensions, des débats et des difficultés. Et puis, une deuxième place qui est aussi importante, un deuxième débat qui est aussi important, c'est précisément la place des élèves dans l'école. Le projet de l'école citoyenne suppose de leur donner des responsabilités, de leur donner une voix, de leur donner une place, alors que ce ne sont pas des professionnels de l'enseignement ou de l'éducation. Et donc cette place des élèves va aussi régulièrement apporter un certain nombre de questions, de tensions, de débats, qui seront à la fois dynamisants pour l'école en général, mais aussi source de difficultés. Voilà, je vous remercie.